Je m'appelle Michael. J'ai 35 ans. Et lors de la fête de départ à la retraite de mon propre père, devant tous ceux que nous connaissions, il a exigé que je lui remette l'intégralité de mon salaire mensuel de $8500 à lui et à mon frère, et ce, pour toujours. Avant de vous raconter comment j'ai bouleversé leur monde grâce à un secret que ma mère a laissé derrière elle, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Le restaurant, le Gilded Steer, était le choix de mon père. C'était le genre d'endroit qui s'enorgueillissait d'être à l'ancienne, ce qui était un code pour des steaks hors de prix, des boiseries sombres et des serveurs qui avaient l'air de travailler là depuis l'administration Truman. L'air était épais de l'odeur du bœuf saisi et de l'autosatisfaction. Ce n'était pas juste une fête, c'était un couronnement. Mon père, Robert Matthews, fêtait ses 40 ans à la tête de Robert S. Hardware, et il se baignait dans l'adoration comme une éponge sèche. Je l'observais depuis ma table, un petit îlot de calme forcé dans une mer de tape dans le dos bruyante. Il tenait sa cour, un verre de scotch coûteux à moitié vide à la main, son rire résonnant au-dessus des conversations polies. Mon frère aîné, Thomas, se tenait docilement à ses côtés, hochant la tête et souriant à tous les bons moments, une lune pâle reflétant le soleil de notre père. J'étais assis entre ma petite amie, Sarah, dont la main reposait avec réconfort sur ma cuisse, et une chaise vide destinée à ma mère disparue depuis longtemps. Cela me semblait approprié. Il s'amuse vraiment, murmura Sarah, sa voix un réconfort privé dans le bruit public. Il joue la comédie, ai-je corrigé, en gardant la voix basse. C'est son tour d'honneur, le grand final de l'histoire de Robert Matthews. Finalement, il tapa avec un lourd couteau à steak contre son verre, le cliquetis strident coupant court au brouhaha. Un silence se fit dans la pièce. Il commença son discours, un voyage sentimental et décousu à travers sa propre histoire. Il parla de son père, un charpentier qui avait commencé le magasin avec rien d'autre que du courage et une bonne réputation. Il parla de ses propres sacrifices, des longues heures, des vacances manquées. Il peignit un chef-d'œuvre de lutte noble. Il leva son verre à Thomas. À mon fils, Thomas Tonatail, qui a eu la loyauté et le bon sens de rester à mes côtés, d'apprendre le métier, de perpétuer l'héritage familial. Thomas bombait le torse. Il porta ensuite un toast à ma tante Martha, sa sœur, le roc de cette famille qui rayonnait de son siège. Il porta un toast aux vieux amis et aux employés fidèles. Mon nom était un fantôme dans la pièce, non mentionné, non reconnu. J'étais le fils qui avait troqué un héritage de sciure de bois contre un monde de feuilles de calcul, et à ses yeux, c'était une trahison. Je pris une lente gorgée d'eau, la piqûre familière d'être invisible n'étant plus qu'une douleur sourde. Mais alors, sa performance prit une tournure abrupte et inattendue. Il posa son verre, l'ambiance passant de festive à solennelle. Ses yeux balayèrent la foule, puis se fixèrent sur les miens. Une étrange lumière prédatrice scintillait dans leur profondeur. C'était un regard que je n'avais pas vu depuis des années, le regard d'un homme sur le point de conclure un accord qu'il savait que l'autre partie ne pouvait pas refuser. Et maintenant, annonça-t-il, sa voix baissant à un ton sérieux et impérieux. Alors que j'entre dans ma retraite bien méritée, il est temps pour mon plus jeune fils, Michael, d'assumer enfin son rôle propre, de faire son devoir sacré envers cette famille. La pièce devint étrangement silencieuse. À partir d'aujourd'hui, déclara-t-il, chaque mot étant un coup de marteau, ton salaire, Michael, tout, jusqu'au dernier centime de ces $8500 par mois, et chaque prime que tu recevras, reviendront à nous, à cette famille, pour soutenir le magasin, pour garantir que l'héritage que ton grand-père a construit et que j'ai maintenu ne mourra jamais. Le silence qui suivit fut absolu, un vide qui aspira tout l'air de la pièce. Je pouvais sentir le poids de chaque regard, le choc, la curiosité morbide. La prise de Sarah sur ma jambe devint serrée comme du fer. De l'autre côté de la pièce, je l'ai vu, un sourire rapide et triomphant sur le visage de Thomas. Ce n'était pas une explosion sentimentale et éméchée. C'était une embuscade publique préméditée. Mon cœur commença à battre un rythme frénétique et paniqué contre mes côtes. Mais des années passées à être l'étranger de la famille, l'observateur perpétuel, avaient forgé une sorte d'armure étrange autour de moi. Alors que mes entrailles étaient agitées par un cocktail toxique de rage et d'incrédulité, un calme froid et détaché s'empara de mon esprit. Lentement, délibérément, je repoussai ma chaise et me levai. La pièce retint son souffle. Je rencontrai le regard inébranlable et suffisant de mon père. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas plaidé. Je n'ai pas provoqué la scène à laquelle il s'attendait si clairement. J'aurai besoin d'un peu de temps pour examiner votre proposition, dis-je. Ma voix était égale, formelle,
presque professionnelle. C'était la voix que j'utilisais avec les clients, pas avec la famille. L'expression confiante et victorieuse sur le visage de mon père vacilla, remplacée par un éclair de confusion. Cela ne figurait pas dans son scénario. Il s'était préparé à une bataille, pas à un report. Sans un mot de plus, je me tournai vers Sarah, pris sa main et commençai à marcher vers la sortie. La foule de parents et d'amis s'écarta devant nous comme si nous étions des lépreux. Alors que les lourdes portes du restaurant se refermaient derrière nous, coupant le silence stupéfié, mon oncle Pet, le frère cadet et plus réfléchi de mon père, se précipita dans l'air frais de la nuit. Il attrapa mon bras, son visage marqué d'une profonde et frénétique inquiétude. « Mike, écoute-moi, murmura-t-il, sa voix rauque. N'accepte rien. Pas un seul centime. Il y a des choses que ta mère voulait que tu saches si un jour comme celui-ci devait arriver. Pour l'amour de Dieu, appelle-moi demain. Tu dois connaître toute la vérité. » Le silence dans ma voiture sur le chemin de mon appartement était une chose vivante. Il était rempli de mots non prononcés, du choc et de la rage bouillonnante que je ne pouvais pas encore articuler. Sarah conduisait, ses mains fermes sur le volant, sa présence un témoignage silencieux de soutien auquel je m'accrochais comme un noyé à un radeau. Les mots de mon oncle tournaient en boucle dans ma tête, un avertissement énigmatique qui laissait entrevoir une histoire encore plus sombre que celle que je connaissais. Des choses que ta mère voulait que tu saches. Ma mère, Hélène, avait été le cœur de notre foyer. Là où mon père était pragmatique et ancré dans le monde tangible du bois et de l'acier, ma mère vivait dans un monde d'art, de livres et de compréhension tranquille. C'est elle qui a vu ma fascination pour les chiffres non pas comme une bizarrerie, mais comme un don. Alors que mon père grognait d'approbation lorsque Thomas pouvait nommer chaque type de tournevis, ma mère s'asseyait avec moi pendant des heures pendant que je lui expliquais la logique élégante d'une preuve géométrique. « Ton esprit est un endroit magnifique et spécial, Michael, me disait-elle, sa voix une douce mélodie. Ne laisse jamais le bruit du monde te convaincre du contraire. Sa mort d'un cancer de l'ovaire quand j'avais 16 ans a été l'événement qui a fracturé notre famille. La lumière s'est éteinte, et dans les ténèbres qui ont suivi, les pires instincts de mon père ont pris racine. Il s'est accroché à ce qu'il comprenait, le magasin, l'héritage et le fils qui était un reflet de lui-même. Thomas est devenu le seul centre de son attention, le réceptacle de tous ses espoirs et de tous ses rêves. Je suis devenu un fantôme, un rappel constant et silencieux de la femme qu'il avait perdue, celle qui m'avait compris et défendu. Le favoritisme n'était pas seulement un sentiment, c'était une série d'actions, un renforcement quotidien de mon statut de fils autre. Le souvenir qui brûlait le plus fort était celui de l'été avant mon départ pour l'université. Je venais de remporter le prix très convoité de mathématiques de l'État du Massachusetts, une réussite qui s'accompagnait d'un certificat, d'un petit trophée et, surtout, d'une bourse complète pour le Boston College. Je suis rentré à la maison en courant, le cœur battant avec un besoin désespéré de l'approbation de mon père. Je l'ai trouvé dans l'allée debout au-dessus de l'aile froissée de la fourgonnette de notre famille. Thomas, alors âgé de 19 ans, se tenait à ses côtés, et raflant ses baskets sur le trottoir. « Je te jure, papa, le poteau a juste sauté sur moi, disait Thomas, une excuse pathétique qu'il utilisait sous diverses formes depuis son enfance. Mon père soupira, un long soupir fatigué, mais c'était un soupir d'inconvénient, pas de colère. Il passa une main dans ses cheveux. « D'accord, mon fils, ce n'est qu'une voiture. Nous appellerons l'assurance. Ne t'inquiète pas. » J'avançai, tendant le certificat brillant. « Papa, regarde. J'ai eu la bourse. La grande, elle couvre tout. » Il prit le papier de ma main, ses yeux le scannant brièvement avant de revenir au problème réel et tangible devant lui, la bosse. « C'est super, Michael. » « Vraiment ? Un vrai cerveau, dit-il, le compliment ressemblant plus à une étiquette qu'à une louange. Il me rendit le certificat. « Maintenant, va me chercher la grande lampe de poche dans le garage. Voyons si on peut en enlever un peu avant que ta tante Martha ne le voie. » J'ai passé l'heure suivante de ce qui aurait dû être une soirée triomphale à tenir un faisceau de lampes de poche stable sur un morceau de métal tordu pendant que mon père et mon frère travaillaient ensemble, leurs grognements et leurs jurons étant une langue que je ne parlais pas. Mon certificat, la clé de tout mon avenir, était posé sur le béton sale, un morceau de papier dénué de sens dans un monde qui ne valorisait que ce que l'on pouvait réparer avec ses mains. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Mes succès étaient abstraits, invisibles. Les échecs de Thomas étaient concrets, et ils donnaient un but à mon père. Il pouvait réparer une bosse. Il pouvait réparer une mauvaise note.
il ne pouvait pas réparer mon ambition de partir. Et donc, je suis parti. Je suis allé à Boston et je me suis frayé un chemin à travers l'université. Alors que Thomas recevait une allocation pour travailler au magasin et un prêt pour un acompte sur une maison qu'il ne pouvait pas se permettre, j'avais 3 emplois à temps partiel qui me brisaient l'âme. Je donnais des cours particuliers à des étudiants de première année nantis en calcul, leur plainte désinvolte au sujet de leur charge de travail étant une ironie amère. Je servais des tables dans un restaurant graisseux près du campus, et je rentrais chez moi en sentant les onons frits et l'épuisement. Mon 3e emploi était le quart de nuit à la bibliothèque de l'université, à ranger des livres dans le silence de mort de 3 heures du matin. Mes seuls compagnons, les fantômes des auteurs et le sentiment lancinant que j'étais totalement seul. Je n'ai jamais demandé $1 à mon père. Je savais quelle serait la réponse, une conférence sur la responsabilité financière, une critique à peine voilée de ma vie citadine chère et un manque total de compréhension des réalités financières auxquelles je faisais face. Ma fierté est devenue mon bouclier. Je réussirai selon mes propres conditions, ou pas du tout. Sarah a été la première personne à voir les fissures dans ce bouclier. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants où elle travaillait comme infirmière pédiatrique. Elle était drôle, farouchement intelligente et possédait un détecteur de conneries hors pair. Elle venait d'une grande famille irlandaise, bruyante et aimante, où le soutien était le réglage par défaut. La première fois qu'elle est venue chez ma famille pour les vacances, c'était comme une anthropologue observant une tribu étrange et dysfonctionnelle. Elle a observé avec une fascination tranquille mon père passer 10 minutes à féliciter Thomas pour l'installation d'un nouveau ventilateur de plafond, alors que ma récente promotion au poste d'analyste principal dans l'une des meilleures sociétés financières de Boston était balayée d'un simple beau « c'est bien ». Elle a vu comment tante Martha remplissait constamment l'assiette de Thomas tout en me demandant si j'étais sûr de vouloir une 2e portion. Plus tard ce soir-là, alors que nous rentrions en voiture en ville, elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle s'est tournée vers moi, son expression sérieuse. Tu sais, la façon dont il te traite, ce n'est pas seulement qu'il l'aime mieux, dit-elle, sa voix douce mais ferme. C'est une stratégie. Ton succès les rend insécurisés. Il met en évidence toutes les façons dont ils ont dû le soutenir, alors ils te minimisent. Ils te font petit pour qu'ils puissent se sentir grands. Ce n'est pas une question d'amour, Michael. C'est une question d'ego. Entendre cela exposé si cliniquement, si logiquement, a été comme un coup de poing dans le ventre. Elle avait raison. Je n'étais pas seulement le fils le moins aimé, j'étais une menace pour l'écosystème fragile de leur estime de soi, et ils venaient de déclarer la guerre ouverte à cette menace. Le lendemain, j'ai rencontré mon oncle Pete dans un restaurant usé à mi-chemin entre ma ville et la sienne. L'endroit sentait le café rassis et la graisse de bacon. Pete avait l'air de ne pas avoir dormi. C'était un homme bon, comptable de métier, un observateur tranquille qui avait toujours été gentil avec moi de petites manières subtiles, un billet de $20 glissé dans ma main à Noël, un « je suis fier de toi », mon petit tranquille quand personne d'autre n'écoutait. Je suis désolé, Mike, dit-il, sa voix rauque alors qu'il se glissait dans la banquette en vinyle craquelé. J'aurais dû me battre plus fort pour toi au fil des ans, mais Robert, il est comme une force de la nature, et j'ai fait une promesse à Hélène. Il fit glisser une épaisse enveloppe manie jaunie sur le dessus de la table en formica. Elle était scellée avec du vieux ruban adhésif cassant. Ta mère n'était pas dupe, dit-il, fixant sa tasse de café. Elle a vu ça venir. Pas la fête, pas les mots exacts, mais la dynamique, le droit acquis, l'érosion lente de l'équité. Elle savait que ton père finirait par essayer de t'encaisser pour sauver Thomas. Il me raconta l'histoire. Dans les derniers mois de sa maladie, lorsqu'elle a su que son temps était compté, ma mère a pris un petit héritage du décès de sa propre mère et a rencontré secrètement un avocat spécialisé dans les successions. Elle a créé une fiducie, le Helen B. Matthews Family Fund. Elle t'a nommé toi et Eleanor Jenkins, ton ancienne voisine, co-fiduciaire, expliqua Pete, sa voix basse avec le poids du secret longtemps gardé. Le document est un chef-d'œuvre. Il est conçu pour être un filet de sécurité pour toute la famille, mais il est construit sur une base d'équité absolue. Et elle a mis une clause de pilule empoisonnée, Mike, une clause qui stipule que si un membre de la famille est reconnu coupable d'exploiter financièrement un autre, le contrôle administratif complet du fonds et de ses actifs doit être transféré à un conseil d'administration de 3 personnes composé des fiduciaires et de la partie exploitée. Toi, Mike. La clause te donne le pouvoir. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Elle savait, murmura Pete, finissant par croiser mon regard. Elle savait qu'il te forcerait un jour la main, et elle t'a laissé une épée.
Je suis rentré chez moi hébété, l'enveloppe posée sur le siège du passager comme une bombe à retardement. Cette nuit-là, je n'ai même pas allumé les lumières. Je me suis assis dans le noir, la ville brillant autour de moi, et j'ai lu les derniers mots de ma mère. Son écriture, si familière et élégante, était un fantôme sur la page. Elle parlait de son amour infini, de ses espoirs pour mon bonheur, de ses craintes pour la fierté de mon père. Mon chéri Michael, concluait la lettre, je prie pour que tu n'aies jamais à utiliser le pouvoir que ce document te donne. Je prie pour que ton père choisisse l'amour plutôt que l'héritage. Mais s'il ne le fait pas, tu dois être fort. Tu ne dois pas voir cela comme un acte de vengeance, mais comme un acte de rééquilibrage. C'est le dernier outil que je peux te donner pour protéger l'esprit magnifique et le bon cœur que je chéris tant. Utilise-le pour exiger le respect que tu as toujours mérité. Le soleil se levait quand j'ai fini de lire. Le chagrin que je ressentais était vif et frais, mais il était mêlé à une nouvelle émotion puissante, la détermination. Ma mère ne m'avait pas seulement laissé un bouclier, elle m'avait laissé un plan de bataille détaillé et juridiquement contraignant. Et pour elle, j'allais le suivre à la lettre. La première attaque a eu lieu à 9h15 le lendemain matin. Mon téléphone a vibré avec le nom de mon père. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre, prenant une profonde inspiration pour me calmer. Michael, mon fils, commença-t-il, sa voix suintant une fausse chaleur sirupeuse qui me hérissa les poils. Écoute, à propos d'hier soir. Je crois que les choses ont un peu dérapé. C'était une soirée chargée d'émotions pour moi, tu comprends? Un homme qui regarde le travail de toute sa vie. Parfois, les mots ne sortent pas comme il faut. Les mots me semblaient assez clairs, papa, dis-je, mon ton aussi plat et stérile qu'un couloir d'hôpital. J'étais à mon îlot de cuisine, la lettre de ma mère étalée devant moi comme un texte sacré. Eh bien, c'est pour ça que je t'appelle, insista-t-il, ignorant ma froideur, pour clarifier les choses. Ce n'est pas une exigence, mon fils. C'est une opportunité. Une opportunité pour toi d'investir dans ta propre famille. De montrer ta gratitude facilitera les choses. Juste un simple virement automatique chaque mois. Tu remarqueras à peine que c'est parti. Je crois que je remarquerai que la totalité de mon salaire a disparu, papa, ainsi que mes primes. Le simulacre de chaleur disparut en un instant, comme un masque arraché. Ne fais pas l'intelligent, Michael, gronda-t-il, sa voix devenant dure et laide. Je suis ton père. Je ne te le demande pas, je te le dis. Tu vis dans une tour d'ivoire à Boston à jouer avec de l'argent imaginaire. Ton frère est dans le monde réel avec une vraie famille et de vraies responsabilités. Le magasin a besoin de capitaux. C'est ton devoir. Mon devoir, dis-je, les mots ayant un goût de métal dans ma bouche, n'est pas de financer tes erreurs et le train de vie de Thomas. Ce n'est pas mon devoir. Je raccrochai le téléphone, ma main tremblant d'un mélange de peur et d'exaltation. Je ne lui avais jamais parlé comme ça auparavant. 1 heure plus tard, comme prévu, Thomas appela. Il déploya son arme de prédilection, un récit gémissant et imprégné de culpabilité de sa propre victimisation. Je ne te comprends tout simplement pas, Mike, commença-t-il, sa voix chargée d'apitoiement sur soi. Comment peux-tu être aussi égoïste? Papa a consacré toute sa vie à ce magasin. C'est notre héritage. Vas-tu simplement le laisser s'effondrer en poussière à cause de ta propre foutue fierté? C'est de ça qu'il s'agit, Thomas? Ma fierté? Bien sûr que oui, rétorqua-t-il, sa voix s'élevant. Tu te crois meilleur que nous avec ton diplôme chic et ton gros salaire. Tu n'as aucune idée à quel point c'est dur ici d'essayer de joindre les deux bouts, d'essayer de donner à mes enfants le genre de vie que nous avons eu. L'audace de la chose était stupéfiante. Le genre de vie que tu as eu, Thomas, dis-je, ma voix dangereusement calme, était subventionné par moi. La compte sur ta maison. C'était mon fonds pour les études. Le nouveau camion que tu as acheté l'année dernière. C'est arrivé après que papa ait contracté une deuxième hypothèque sur le magasin, une dette qu'il s'attend maintenant à ce que je rembourse. Tu n'as pas eu une vie, Thomas. Tu as eu un fonds en fiducie parrainé par mon avenir. Et le fonds est maintenant fermé. Je pouvais entendre son halètement bafouillant à l'autre bout de la ligne avant de raccrocher. La satisfaction fut immédiate et immense. Le dernier volet de l'attaque du trident familial vint de ma tante Martha. Elle était la maître manipulatrice, celle qui utilisait l'harmonie familiale comme une arme pour faire respecter la volonté de mon père. Michael, mon chéri, roucoula-t-elle,
sa voix dégoulinant d'inquiétude. Je viens de raccrocher avec ton pauvre père. Il est absolument hors de lui. Et Thomas est juste anéanti. Tu déchires cette famille, mon chéri. Non, tante Martha, dis-je, ma voix lasse mais ferme. La famille est déchirée depuis des décennies. Je suis juste celui qui a finalement décidé d'arrêter de faire semblant que ça ne l'était pas. Ce n'est pas une façon de parler, gronda-t-elle, son ton passant à celui d'une enseignante déçue. La famille, c'est le sacrifice, Michael. C'est se serrer les coudes dans les moments difficiles. Et c'est toi qui es en position de tirer. Tu es celui qui a réussi. C'est ta responsabilité d'aider ceux qui n'ont pas eu autant de chance. Le mot « chanceux » était comme une allumette allumée sur de l'essence. Chanceux, répétai-je, ma voix basse et tremblante d'une rage que je ne pouvais plus contenir. Tu penses que j'ai été chanceux? Est-ce que j'ai été chanceux quand je travaillais jusqu'à 2 heures du matin à remplir les étagères de livres de bibliothèque pour pouvoir me permettre de manger pendant que Thomas faisait payer ses factures de carte de crédit par papa? Est-ce que j'ai été chanceux quand j'ai dû contracter des dizaines de milliers de dollars de prêts étudiants pour mon MBA parce que mon fonds pour les études avait été perdu sur le marché? Ne me parle pas de chance, tante Martha. J'ai construit ma vie avec mes propres mains. Alors que vous vous teniez tous là à regarder, maintenant que mes mains ont construit quelque chose que vous voulez, vous vous souvenez soudainement que je fais partie de la famille. L'hypocrisie est époustouflante. Tu dois penser à l'état cardiaque de ton père, dit-elle, jouant son atout. Tout ce conflit, ce n'est pas bon pour lui. Ne peux-tu pas simplement être la personne la plus raisonnable et faire la paix? J'ai été la personne la plus raisonnable toute ma vie, dis-je, les mots sortant froids et tranchants. J'ai été si raisonnable, que j'ai projeté une ombre sur moi-même. La paix que tu demandes est ma reddition. Et je ne me rends pas. Plus jamais. Je mis fin à l'appel, mon cœur battant la chamade. Je pensais que l'assaut direct était terminé. J'étais naïf. Le lendemain après-midi, j'étais en réunion lorsque mon téléphone vibra avec un email de Grégory, mon patron et mentor. La ligne d'objet ne contenait que 2 mots, venez me voir. Une froide appréhension m'envahit. Je m'excusai et parcourus le long couloir moquetté jusqu'à son bureau d'angle, mon esprit en pleine effervescence. Que avait-il fait? Grégory était un homme qui prisait la loyauté et la stabilité de son personnel supérieur. Il avait passé 5 ans à me préparer à un partenariat. Sa confiance était la pierre angulaire de ma carrière. Il me fit signe de m'asseoir, son visage sombre. Michael, commença-t-il, renonçant à toute politesse, je dois être direct. J'ai reçu 2 appels téléphoniques plutôt troublants hier, un de ton père, un de ton frère. Mon sang se glaça. Ils ont fait une série d'allégations graves, continua Grégory, ses yeux perçant les miens. Ils ont affirmé que tu étais émotionnellement instable. Ils ont suggéré que tu avais des antécédents de décisions financières impulsives. Ils ont utilisé des expressions comme « peu fiable » et « un risque pour ses clients ». Ils essayaient, sans aucun doute, d'empoisonner le puits. Ils essayaient de me convaincre que tu es un passif pour cette entreprise. C'était une déclaration de guerre totale. Ils n'étaient pas seulement venus pour mon argent, ils étaient venus pour mon nom, ma réputation, toute mon existence professionnelle. Ils étaient prêts à réduire ma vie en cendres pour obtenir ce qu'ils voulaient. La cruauté pure et calculée de la chose me coupa le souffle. Un cri de rage primale se forma dans ma gorge, mais je l'étouffai. Je pensais à la lettre de ma mère, à son plaidoyer pour l'équilibre, pas pour la vengeance. Je pensais à sa prévoyance. C'était le moment qu'elle craignait, et c'était le moment pour lequel elle m'avait préparé. Je croisai le regard intense de Grégory. Je ne vacillais pas. Grégory, dis-je, ma voix aussi stable que la main d'un chirurgien, ce sont des hommes désespérés, et ils disent des mensonges désespérés. Je comprends la position dans laquelle cela vous met, et j'ai un plan pour résoudre ce problème professionnellement et de façon permanente. L'attaque contre ma carrière était un acte maladroit et brutal, mais elle a eu l'effet involontaire de cristalliser ma détermination. Ce n'était plus un drame familial désordonné, c'était une tentative de prise de contrôle hostile de ma vie. Et j'allais répondre avec toute la force de mes capacités professionnelles. Ce soir-là, mon appartement se transforma en centre de commandement. Sarah, ma partenaire toujours pragmatique et toujours encourageante, prit en charge le front juridique. Oublie les conseillers familiaux et les médiateurs, dit-elle, son ordinateur portable brillant dans la faible lumière du salon. Ils ont escaladé ça à un niveau professionnel.
Nous avons besoin d'un poids lourd, quelqu'un qui mange des gens comme ton père au petit déjeuner. » Ses recherches furent rapides et décisives. Elle contourna les petites entreprises et s'adressa directement au sommet du monde juridique de Boston. Le nom sur lequel elle atterrit était Eleanor Albright, une associée principale dans une entreprise prestigieuse reconnue pour son expertise dans les litiges de fiducie à haut conflit. Sa biographie était intimidante, remplie d'affaires marquantes et d'éloges. « C'est une tueuse », dit Sarah avec une satisfaction sombre, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Entrer dans le bureau de Madame Albright, c'était comme entrer dans un autre plan d'existence. L'air était calme et silencieux, le mobilier était sobre et coûteux, et la vue sur le port de Boston depuis sa fenêtre du 40e étage était à couper le souffle. Madame Albright elle-même était une étude du pouvoir maîtrisé. Elle avait la fin de la cinquantaine, vêtue d'un tailleur parfaitement ajusté, avec des yeux intelligents et évaluateurs qui ne manquaient rien. Je passai la première heure de notre consultation à exposer toute l'histoire, du favoritisme fondamental de mon enfance aux récentes attaques désespérées contre ma carrière. Je présentais les faits de manière logique, chronologique, essayant de garder l'émotion brute hors de ma voix. Sarah était assise à côté de moi, ajoutant occasionnellement un détail clarifiant, sa présence étant un poids solide et rassurant. Finalement, je fis glisser l'enveloppe de manille usée sur la vaste étendue de son bureau en acajou. « Et ceci, dis-je, est l'atout dans ma manche. Le testament de ma mère, dans un sens. » Madame Albright passa les 30 minutes suivantes dans un silence complet et concentré, lisant chaque page des documents de fiducie et de la lettre de ma mère. Son expression était illisible, un masque de pure concentration professionnelle. Le seul bruit était le murmure du papier qui se tournait. Quand elle eut fini, elle aligna soigneusement les pages et les plaça sur son bureau. Elle me regarda, et pour la première fois, je vis une lueur d'autre chose que du détachement professionnel dans ses yeux. C'était du respect. « Michael, dit-elle, sa voix nette et dépourvue de sentimentalité, votre mère n'était pas seulement une mère aimante, c'était une stratège brillante. Ce document est une forteresse de fer. Légalement, votre père et votre frère n'ont absolument aucune revendication sur votre revenu personnel. Leur seul recours est un appel au fonds familial, et les termes de ce fonds vous mettent, en tant que partie exploitée, aux commandes. Nous ne sommes pas sur la défensive ici. Nous sommes en position de dicter les termes de la reddition. » Le soulagement fut si immense, qu'il ressembla à un poids physique qui s'enlevait de mes épaules. « Alors, quelle est notre stratégie ?» demandai-je, me sentant pour la première fois comme un client, pas une victime. « Notre stratégie, répondit-elle, un sourire fin et acéré touchant ses lèvres, est de passer de la défense à l'offensive. Nous devons comprendre leur désespoir. Nous avons besoin d'un bilan financier complet de Robert S. Hardware. Je veux connaître chaque dette, chaque actif, chaque erreur. Nous devons savoir exactement où tous les cadavres sont enterrés. » C'était mon arène. Pendant les 48 heures suivantes, je dormis à peine. Mon bureau à domicile, habituellement un lieu d'analyse calme des tendances du marché, devint un laboratoire de comptabilité judiciaire. Je plongeai dans les entrailles numériques de l'entreprise familiale. Je sortis tous les documents publics que je pouvais trouver, titres de propriété, privilèges fiscaux, dépôts UCC et dossiers judiciaires de différents avec des fournisseurs. Je fis des références croisées de tout, construisant un modèle financier complexe et multicouche qui révéla la pourriture au cœur de l'héritage de mon père. Le tableau qui se dessinait était celui d'une incompétence et d'un déni stupéfiant. Le magasin se noyait sous les dettes. Mon père utilisait le crédit des fournisseurs comme un prêt personnel depuis des années, volant constamment Pierre pour payer Paul. La deuxième hypothèque sur la propriété était à un taux d'intérêt prédateur. Les vrais dommages, cependant, avaient été causés au cours des 5 dernières années depuis que Thomas avait reçu plus de contrôle. Sa stratégie commerciale consistait à courir après les tendances. Il avait englouti des milliers dans une gamme d'équipements de grillades bon marché et tape à accent grave-l'œil qui ne se vendaient pas tout en laissant diminuer le stock de fournitures de plomberie et d'électricité de base, la pierre angulaire de leur entreprise de contractants. Le bilan du magasin était un spectacle d'horreur de créances irrécouvrables, d'inventaire invendable et de défaillances imminentes. Ils n'étaient pas seulement au bord de l'effondrement, ils étaient en chute libre financière. Leur demande pour mon salaire n'était pas seulement de la cupidité, c'était une prise désespérée pour un parachute. Armé d'un classeur plein de données concrètes, je sentis une nouvelle confiance se consolider en moi. Ce n'était pas un problème familial à résoudre avec la thérapie et le pardon, c'était un actif en difficulté à gérer. Le lendemain, lorsque Grégory me fit venir dans son bureau, j'étais préparé.
Je savais qu'il avait besoin de plus que ma parole, il avait besoin d'une démonstration de contrôle. Je vous ai dit que je m'en occupais, dis-je, prévenant sa question. Et c'est le cas. Je ne lui donnais pas les détails émotionnels désordonnés. Je lui donnais ce qu'il comprenait, un briefing concis et professionnel. Je lui expliquais les points clés de mon analyse financière de la quincaillerie. J'exposais les défaillances opérationnelles, le fardeau écrasant de la dette et le défaut de paiement imminent du prêt qui était la véritable source de leur panique. En bref, conclus-je, ils font face à une insolvabilité imminente en raison d'années de mauvaise gestion. Leur tentative de nuire à ma réputation était une tentative désespérée et non professionnelle d'obtenir un renflouement forcé. Ma réponse a été de retenir les services d'un conseiller juridique pour faire appliquer les dispositions d'une fiducie familiale préexistante. La situation est contenue, et une résolution structurée est en cours de mise en œuvre. Grégory écouta attentivement, son expression passant d'une préoccupation sévère à une sorte d'admiration fascinée. Il se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire lent et appréciateur s'épanouissant sur son visage. Un renflouement forcé, répéta-t-il, savourant les mots, une résolution structurée. Mon Dieu, Michael, vous avez transformé une tragédie familiale shakespearienne en une étude de cas de la Harvard Business School. Il secoua la tête, un petit rire s'échappant de lui. Je ne suis plus inquiet de votre stabilité, Michael. En fait, je n'ai jamais eu plus confiance en elle. Procédez, et sachez que toutes les ressources de cette entreprise sont à votre disposition. Je sortis de son bureau avec un sentiment de pouvoir qui n'avait rien à voir avec l'argent. C'était le pouvoir de la compétence, le pouvoir de la clarté. Mon père m'avait entraîné dans un combat dans son monde de manipulation émotionnelle et de force brute. J'étais sur le point de l'entraîner dans le mien, un monde de faits, de chiffres et de conséquences. La salle de conférence du cabinet de Madame Albright était conçue pour être intimidante. C'était une pièce longue et étroite au 40e étage avec un mur de verre donnant sur le port de Boston. La table était une seule et massive dalle de granit poli qui était aussi froide et dure qu'une pierre tombale. L'air était calme et sentait le cuir cher et l'ambition. C'était un endroit où les fortunes se faisaient et se perdaient. Et aujourd'hui, cela ressemblait à une salle d'audience où toute l'histoire de ma famille était en procès. Mon équipe était assise du côté de la table avec la vue sur le pouvoir. J'étais au centre, flanqué de la formidable Madame Albright, dont le calme était plus troublant que toute agression ouverte. À côté d'elle était assis oncle Pet, le visage sombre mais résolu, et Madame Jenkins, une petite femme aux allures d'oiseau dont la présence tranquille semblait rayonner d'une autorité morale surprenante. De l'autre côté de la vaste étendue de granit étaient assis mon père et Thomas. Ils étaient venus seuls, un témoignage de leur arrogance stupéfiante. Ils croyaient encore qu'il s'agissait d'un différend familial qu'ils pouvaient gagner par la seule force de leur personnalité et en faisant appel à la culpabilité filiale. Ils avaient l'air petits et déplacés dans ce temple du droit des affaires. Mon père, comme on pouvait s'y attendre, fut le premier à parler. Il tenta de prendre le contrôle du récit, sa voix résonnant d'une indignation fabriquée. Avant de commencer, annonça-t-il, en désignant la pièce comme si c'était son propre salon, je tiens à préciser que je suis ici sous protestation. C'est une honte. Des affaires privées d'une famille étalées devant des avocats et des étrangers. Son geste de la main méprisant en direction de Madame Jenkins était une insulte calculée. Il s'agit de loyauté. Il s'agit d'honneur. Il s'agit du devoir sacré d'un fils envers sa famille. Thomas, toujours le faire-valoir de son père, renchérit. Ouais, Mike. C'est de ça que tu es si fier? Te cacher derrière un avocat hors de prix pour te soustraire à tes responsabilités. Que penserait maman si elle pouvait te voir maintenant? J'ai laissé leurs mots tomber dans le silence et mourir. Je ne me suis pas engagé. Je n'ai pas défendu. J'ai attendu que leur fanfaronnade s'essouffle, laissant un vide d'attente tendu dans la pièce. Puis j'ai fait un signe de tête discret à maître Albright. Il était temps. Je suis d'accord, commençai-je, ma voix calme mais portant dans cette pièce à l'acoustique parfaite. Il s'agit de devoir et de responsabilité, c'est pourquoi j'ai estimé qu'il était de ma responsabilité de comprendre pleinement l'histoire financière qui nous a amenés ici aujourd'hui. J'ouvris un classeur noir élégant devant moi. Les pages étaient remplies de tableurs, de relevés bancaires et de documents juridiques, tous soigneusement classés. Commençons par l'été 2005. J'avais 18 ans. Je venais d'obtenir une bourse universitaire complète qui couvrirait tous mes frais de scolarité à Boston College. Un fait que toi, papa, tu connaissais bien. Ce même été,
tu as entrepris un agrandissement important de la quincaillerie. La banque exigeait une injection de fonds de 50 000 $ en espèces comme signe de bonne foi avant d'approuver le prêt de construction. Tu ne l'avais pas. Je fis une pause, laissant le silence s'étirer. Le visage de mon père, qui était rouge d'indignation, commença à pâlir. Mais tu as trouvé une solution, continuai-je, ma voix aussi détachée que si je lisais un rapport trimestriel. Un compte d'investissement à mon nom, mis en place par ma mère. Un fonds pour mes études. Tu as liquidé la totalité du compte. Tu m'as dit que le gestionnaire de fonds avait fait de mauvais paris dans la bulle technologique, et que l'argent avait disparu. Un mensonge complet et total. Attends une minute, commença mon père, sa voix perdant de son ampleur. C'était un prêt, une mesure temporaire pour l'entreprise. Je le coupai, non pas en élevant la voix, mais en faisant glisser une copie du bordereau de retrait bancaire sur la table. Sa signature était en bas, claire et indéniable. Je tournai ensuite mon regard vers Thomas, qui commençait à avoir l'air physiquement malade. Passons au printemps 2011. Tu allais te marier, Thomas. Tu voulais acheter cette belle maison de style colonial sur Maple Street, mais il te manquait 25 000 $ pour la compte. Et une fois de plus, papa est venu à la rescousse. Il t'a donné l'argent comme cadeau de mariage. Sauf que ce n'était pas son argent à donner. C'était le reste des fonds que ma mère avait mis de côté pour mes études supérieures, des études que j'ai finalement dû faire avec plus de 60 000 $ de prêts étudiants pour les acquérir. Thomas fixait la table en granit, son visage rouge, moite et tacheté. Il avait l'air d'un animal acculé. Pendant toute ma vie, dis-je, laissant enfin une colère froide et dure s'insinuer dans ma voix, on m'a dit que c'était moi qui devais être responsable, indépendant, me frayer mon propre chemin. Et je l'ai fait. Je l'ai accepté. Mais je partais du principe que je partais de zéro. J'avais tort. Je partais avec un déficit important, un trou que vous deux avez creusé pour moi. Vous ne me négligiez pas seulement. Vous pillez activement mon avenir pour financer votre présent. Vous construisiez vos vies sur les fondations de mon héritage volé. L'air dans la pièce était électrique de tension. J'ai laissé le poids de mon accusation s'installer. Puis j'ai poussé l'épais classeur en cuir contenant les documents de fiducie du fonds familial au centre de la table. Il a atterri avec un bruit sourd et définitif qui a résonné dans la pièce silencieuse. Et cela nous amène à aujourd'hui, annonçai-je. Vous avez raison sur un point. J'ai un devoir sacré. Un devoir envers ma mère. Un devoir d'honorer ses dernières volontés. Elle te connaissait, papa. Elle connaissait ta fierté. Elle connaissait tes faiblesses. Et elle a mis ce document en place pour protéger ses fils de celle-ci. Je procédai à l'énoncé des principes fondamentaux de la fiducie. J'expliquai son but, ses actifs et ses clauses inébranlables, en particulier la disposition relative à la pilule empoisonnée concernant l'exploitation financière. Mon père fixait le classeur comme s'il s'agissait d'un serpent enroulé. La couleur avait complètement disparu de son visage. C'est un mensonge, une fabrication, finit-il par bafouiller, sa voix se brisant. Tu déformes sa mémoire. Tu essaies de voler mon héritage. Maman n'aurait jamais voulu ça. Thomas cria, trouvant une dernière bouffée d'énergie désespérée. Elle voudrait que nous soyons une famille, que nous nous aidions les uns les autres. C'était le blasphème final. Avant que je puisse répondre, une voix, douce mais claire comme une cloche, traversa la pièce. C'était Madame Jenkins. Elle était restée silencieuse, une figure oubliée au bout de la table. Mais quand elle parla, tout le pouvoir dans la pièce se déplaça vers elle. N'osez pas parler au nom d'Hélène Matthews, dit-elle, sa voix tremblant de la force d'une douleur vieille de 20 ans. Ses 12 yeux étaient maintenant fixés sur mon père, et ils étaient remplis d'un feu que je n'avais jamais vu auparavant. Vous n'avez pas le droit d'invoquer son nom dans cette pièce. Elle tourna son regard vers Thomas. Et vous, jeune homme, vous parlez de ce que votre mère voudrait. J'étais avec votre mère dans les jours qui ont précédé sa mort. J'ai tenu sa main alors qu'elle était trop faible pour lever la tête. J'ai écouté ses peurs. Sa voix baissa presque à un murmure, mais elle était remplie d'une émotion si brute qu'elle était plus puissante qu'un cri. Elle n'avait pas peur de mourir, Robert. Elle avait peur de toi. Elle avait peur de ce que tu ferais après son départ. Un sanglot étouffé s'échappa de la gorge d'oncle Pet. J'étais là quand l'avocat est venu à son chevet pour finaliser ses papiers, continua Madame Jenkins, ses yeux fixés sur mon père. Elle était frêle, mais son esprit était un piège d'acier. Et elle pleurait.
Elle pleurait. Et elle m'a dit, Eleanor, je dois faire ça. C'est la seule façon de protéger Michael. J'ai si peur que la fierté de Robert ne le pousse à sacrifier un fils pour sauver l'autre. J'ai si peur qu'il ne brise l'esprit de Michael juste pour apaiser l'ego de Thomas. Ce document, dit-elle en tapotant le classeur avec un petit doigt tremblant, n'est pas un acte de vengeance. C'était un acte d'amour désespéré et terrifié d'une mère. Ces mots planèrent dans l'air, irréfutables et dévastateurs. Ils étaient la vérité émotionnelle qui donnait vie aux faits juridiques froids contenus dans le classeur. La façade soigneusement construite de mon père, le noble patriarche, le héros qui se sacrifie, s'effondra en poussière. Il fut révélé pour ce qu'il était, un homme faible, un homme craintif, un homme qui avait trahi la confiance de sa femme mourante. Il se dégonfla visiblement, ses larges épaules s'affaissant, son visage se transformant en un masque de honte grise et abjecte. Thomas leva les yeux, son visage un méli-mélo de confusion et d'horreur, comme s'il voyait son père et toute sa vie pour la toute première fois. La guerre était finie, et il ne faisait aucun doute sur qui avait gagné. Le silence qui s'abattit sur la salle de conférence était profond. Ce n'était pas un silence vide. Il était lourd, alourdi par la gravité des illusions brisées et des vérités impardonnables. Thomas fut le premier à bouger. Avec un son rauque et guttural, il fit glisser sa chaise en arrière de la table et sortit en titubant de la pièce, sans regarder personne. Un homme fuyant les lieux de sa propre démolition. Mon père resta figé, une statue d'un homme brisé. Il fixa ses mains, posées sur le granit froid, comme si elles appartenaient à un étranger. Le patriarche tonitruant et sûr de lui qui était entré dans la pièce une heure auparavant avait disparu, remplacé par une coquille rétrécie et creuse. Il avait l'air complètement et totalement vaincu. Maître Albright, avec un tact aussi aiguisé que son esprit juridique, rassembla ses papiers. « Je crois, dit-elle dans l'immobilité, que nous avons accompli ce que nous étions venus faire aujourd'hui. Nous nous sommes levés et nous sommes sortis, le laissant seul avec les fantômes de ses décisions. » Sortir de l'immobilité climatisée du cabinet d'avocat et se retrouver dans les rues chaotiques et ensoleillées de Boston fut une expérience déroutante. Le monde avait l'air le même, mais tout était différent. J'ai pris une profonde inspiration, et pour la première fois depuis que j'étais adolescent, elle m'a semblé pleine et propre, libérée du poids invisible du ressentiment familial. Sarah m'a enlacé, un geste féroce et protecteur. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux et je suis resté là pendant un long moment, laissant enfin les tremblements de la confrontation s'estomper. Oncle Pet s'est approché de moi et m'a tapoté fort sur l'épaule. « Ta mère, dit-il, la voix pleine d'émotion, vient de déplacer le ciel et la terre à travers cette petite vieille dame. Elle serait si fière de toi, Mike. » Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Le déluge d'appels et de SMS avait cessé. Le bourdonnement constant et discret de leurs demandes, un bruit avec lequel je vivais depuis si longtemps que j'avais presque cessé de le remarquer, avait disparu. Le silence était un baume. Environ une semaine plus tard, j'essayais de me plonger dans une analyse complexe de fusion lorsque la voix de mon assistant retentit dans l'interphone. « Grégory aimerait vous voir dans son bureau. » Mon estomac s'est serré par habitude, une réponse pavlovienne à une convocation. J'ai suivi le chemin familier jusqu'au bureau d'angle, mon esprit se préparant automatiquement à résoudre un autre problème. Mais Grégory n'avait pas le visage sombre. Il était penché en arrière dans sa chaise, un large sourire presque béat sur son visage. « Michael, ferme la porte. Tu ne vas pas croire le déjeuner que je viens de faire. » Il me fit signe de m'asseoir. « J'étais au Capital Gris avec Edward Davis, dit-il, en nommant le PDG de Sterling Corporation, le client le plus important de notre cabinet. Nous parlions d'une nouvelle expansion internationale qu'ils envisagent. »« D'accord, dis-je, attendant que la deuxième chaussure tombe. »« C'est la chose la plus étrange, continua Grégory, ses yeux pétillants d'amusement. Dave commence à me raconter l'histoire qu'il a entendue de son beau-frère, qui possède une grande entreprise de matériaux de construction ici dans la ville. Ce fournisseur se plaignait de l'un de ses comptes, une quincaillerie locale au bord de l'effondrement. Le propriétaire était apparemment un vieil imbécile arrogant, et son fils était un incompétent notoire. Mon sang se glaça. Je savais de quel fournisseur il parlait, Northeast Building Supply. Ils étaient le plus grand créancier de mon père. Mais alors, dit Grégory, se penchant en avant, sa voix baissant d'un ton conspirateur, l'histoire devient intéressante. Le fournisseur dit que juste au moment où il allait envoyer le compte au recouvrement, il reçoit un appel d'un avocat de haut vol.
L'avocat l'informe qu'une fiducie familiale a repris la dette de la quincaillerie et qu'elle va mettre en œuvre un plan de restructuration professionnelle. Toute la situation a été gérée, selon ses termes, avec l'efficacité impitoyable d'un raideur d'entreprise. Il fit une pause, laissant les mots planer dans l'air. Davis, étant le requin qu'il est, était intrigué. Il aime les belles histoires de redressement. Il a demandé au fournisseur qui était derrière cette manœuvre magistrale. Et le fournisseur a dit le nom de l'autre fils du propriétaire, Michael Matthews. Je ne pouvais que le regarder, mon esprit vide de choc. Davis est un homme qui croit que le caractère et la compétence sont liés, dit Gregory, son sourire se transformant en un regard d'admiration sincère. Il est venu déjeuner aujourd'hui avec un seul but. Il veut que nous nous occupions du financement de toute leur expansion européenne. C'est un accord à 9 chiffres, et il a une condition non négociable. Il se leva et fit le tour de son bureau, posant une main sur mon épaule. Il veut que l'homme qui a pu affronter une crise familiale de cette ampleur et la transformer en une victoire propre et stratégique soit l'associé responsable de l'ensemble de l'opération. Il vous veut, Michael. Il me sourit. Les associés discutent de votre avenir depuis des mois. Nous savions que vous aviez les compétences analytiques. La question était de savoir si vous aviez l'instinct de tueur, le courage de diriger. Vous venez de répondre à cette question de la manière la plus spectaculaire qui soit. Nous avons tenu un vote d'urgence il y a 1 heure. C'était unanime. Bienvenue dans l'association. Il me tendit la main. Je la serrai, ma propre main me semblant déconnectée de mon corps. C'était le moment le plus surréaliste de ma vie. Mon père, dans sa tentative désespérée de me ruiner, m'avait involontairement remis les clés du royaume. Il avait créé le test même qui avait prouvé ma valeur aux hommes qui contrôlaient mon avenir. L'ironie était si épaisse, si parfaite, qu'elle en était presque poétique. L'association a tout changé. Ce n'était pas seulement l'argent, bien que la prime à la signature soit stupéfiante. C'était le changement dans ma propre perception de moi-même. Je n'étais plus seulement Michael Matthews, l'analyste prospère. J'étais Michael Matthews, associé dans l'un des cabinets financiers les plus respectés de Boston. Le titre était un bouclier et une épée, une validation gagnée non pas par droit de naissance, mais par une épreuve du feu. Le silence de ma famille dura encore 2 semaines. C'était un silence lourd, étouffant, rempli de la honte et du ressentiment non exprimé de leur défaite. Puis, un soir où je préparais le dîner avec Sarah, mon téléphone s'illumina avec un SMS d'un numéro inconnu. Mike, c'est Thomas. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais je suis au bout du rouleau. J'ai besoin de parler. S'il te plaît. Le ton était si dépourvu de son droit habituel, si dépouillé jusqu'à la désespoir brute, qu'il était presque méconnaissable. J'ai regardé Sarah. Elle a lu le SMS par-dessus mon épaule et a simplement hoché la tête. Tu dois l'écouter, dit-elle. Pas pour lui, pour toi, pour boucler la boucle. Nous nous sommes rencontrés dans la même salle de conférence stérile du bureau de Maître Albright. Il était approprié de mettre fin aux choses au même endroit où l'ancien monde avait été détruit. Thomas avait l'air d'un fantôme. Il était émacié, non rasé, et ses yeux étaient creusés par le manque de sommeil et le désespoir. Il n'a pas essayé de trouver des excuses ou de marchander. Il a simplement exposé la sombre réalité de sa situation. La banque avait officiellement entamé une procédure de saisie de sa maison. Sa femme, Rachel, avait emmené leurs 2 enfants et était allée vivre chez ses parents, lui disant de ne pas revenir tant qu'il n'aurait pas compris comment être un homme. La quincaillerie était fermée, un panneau fermé indéfiniment est collé sur la porte. Il était au chômage, bientôt sans abri et complètement seul. Je comprends maintenant, Mike, dit-il, sa voix un murmure rauque. Il ne pouvait même pas me regarder. Il fixait simplement ses mains tremblantes sur la table en granit. Toute ma vie, j'ai juste supposé. J'ai supposé que papa serait toujours là pour réparer mes erreurs. Je n'ai jamais appris comment faire. Je ne sais pas comment faire. C'était un aveu pathétique, mais c'était aussi la chose la plus honnête qu'il ait jamais dite. Je ne lui ai pas offert de mouchoir en papier ou un mot de réconfort. Je lui ai offert un contrat. Ce n'est pas une négociation, Thomas, dis-je, ma voix froide et professionnelle. J'ai fait glisser un épais document préparé par Maître Albright sur la table. C'est une offre unique, non négociable. Une voie à suivre. Tu peux la prendre, ou tu peux la laisser. J'ai exposé le plan, l'exécution finale et brillante de la volonté de ma mère,
maintenant suralimenté par mes propres ressources et mon expertise. Avec effet immédiat, comme en ces jeux, le fonds familial Ellen B. Matthews assumera toutes les dettes en cours de Robert S. Hardware. Il paiera tous les créanciers, à commencer par Northeast Building Supply. Cela arrêtera la faillite et dégagera ton nom et celui de papa de toutes les actions juridiques en cours. Ensuite, le fonds achètera la propriété physique, le bâtiment et le terrain à papa. Le produit de cette vente sera placé dans une rente gérée, qui lui fournira un revenu généreux et stable pour le reste de sa vie. Il sera à l'aise. Il sera également tenu de signer un document juridique contraignant stipulant qu'il n'aura aucune implication future d'aucune sorte dans l'entreprise. Thomas leva les yeux, ses yeux grands ouverts avec un mélange d'espoir et de confusion. Le fonds investira ensuite une somme importante dans l'entreprise elle-même, continuez-je. Nous allons vider le magasin. Nous allons faire appel à des consultants en design de vente au détail, moderniser l'ensemble de l'inventaire, installer un système de points de vente et de gestion des stocks à la pointe de la technologie et le relancer sous le nom de Matthews & Son Hardware, une entreprise moderne et professionnelle. J'ai laissé cela planer dans l'air pendant un moment avant de livrer la partie finale et cruciale du plan. On t'offre un emploi, Thomas, le poste de directeur général. Tu recevras un salaire compétitif, des avantages sociaux pour toi et ta famille, et un ensemble clair de mesures de performance. Cependant, tu ne seras pas le propriétaire. Tu seras un employé du fonds. Tu relèveras d'un conseil d'administration composé de 3 personnes, qui sera composé de moi-même, d'Oncle Pet et d'un consultant indépendant en vente au détail que nous embaucherons. Ton emploi est conditionnel à ton inscription immédiate et à la réussite du programme de gestion des petites entreprises du Boston Community College. Tes performances seront examinées trimestriellement. Si tu atteins tes objectifs, tu seras admissible à des primes de performance. Si tu ne les atteins pas, tu seras passible de mesures disciplinaires, allant jusqu'à la résiliation de ton emploi. Je me penchai en avant. Ce n'est pas une aumône, Thomas. C'est une chance. La dernière que tu vas avoir. Une chance d'apprendre, de travailler, de construire quelque chose de réel par tes propres mérites. Le choix t'appartient. Il resta assis là pendant ce qui sembla être une éternité, le document devant lui comme un radeau de sauvetage. Je pouvais voir la guerre faire rage en lui, la vie entière de fierté et de droits acquis se battant contre la réalité sombre et terrifiante de sa situation. Finalement, avec un soupir profond et frissonnant qui sembla libérer 20 ans d'inadéquation refoulée, il tendit une main tremblante et tira le document vers lui. « D'accord, Mike, murmura-t-il, les mots se coinçant dans sa gorge. « D'accord, je le ferai. Je ferai tout ce que tu diras. » Quelques jours plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau, en train de signer la pile finale de documents avec Oncle Pet. La vue sur la ville depuis le 45e étage était spectaculaire. Pet examinait l'état des actifs finales du fonds familial, un lent sourire satisfait sur son visage. « Tu sais, dit-il, tapotant un élément de la page, j'étais en train de regarder l'histoire de cet investissement particulier que ta mère a fait. Cette petite start-up technologique. C'est drôle. Elle a failli ne pas le faire. Elle a dit que c'était un pari, mais elle aimait le gamin qui l'avait créé. Elle a dit qu'il avait un bon cœur. Je me suis penché pour regarder. Est-ce que ça a porté ses fruits? Il gloussa. Oh, ça a porté ses fruits. Ce n'est pas de l'argent pour quitter ton emploi et acheter une île, ce n'est pas le billet de loterie qui fait disparaître tous les problèmes, mais la société a été acquise par une grande entreprise technologique il y a environ 5 ans. L'investissement initial s'est transformé en une somme à 7 chiffres très saine et très stable. C'est le moteur financier qui rend possible toute cette restructuration sans que le fonds ne transpire même pas. C'est suffisant pour sécuriser l'entreprise, financer la retraite de ton père pour les 30 prochaines années et établir des fiducies universitaires inébranlables et intouchables pour tes 2 enfants, comme elle l'a indiqué dans sa lettre. Il me regarda, ses yeux brillants. Cela n'arrive pas parce que tu as eu un coup de chance, Mike. Cela arrive parce que ta mère jouait aux échecs pendant que tout le monde jouait aux dames. Elle ne t'a pas laissé une pile d'argent. Elle t'a laissé un plan stratégique entièrement financé et brillamment conçu. Et toi, mon garçon, tu es le PDG parfait pour l'exécuter. L'arrière-cour de la maison que Sarah et moi avons achetée dans une banlieue tranquille de Boston était remplie de la lumière chaude des guirlandes lumineuses et du doux murmure d'une conversation joyeuse. C'était notre fête de fiançailles, 6 mois après la confrontation dans le bureau de l'avocat. L'air était frais et sentait l'herbe fraîchement coupée et les aliments grillés. L'atmosphère était si légère, si vraiment joyeuse,
qu'elle semblait appartenir à un univers différent de la misère oppressive et artificielle de la fête de départ à la retraite de mon père. Une version plus petite et plus soigneusement sélectionnée de ma famille était là. Thomas est venu avec Rachel et leurs enfants. Rachel, qui avait été une observatrice silencieuse et complice pendant des années, s'est approchée de moi tôt dans la soirée et m'a serré dans ses bras. « Merci, Michael » m'a-t-elle chuchoté à l'oreille. « Tu m'as rendu mon mari. » Thomas lui-même était un homme différent. Il était toujours mon frère, avec toute l'histoire compliquée que cela impliquait, mais la coquille pleine de ressentiments et de droits acquis avait disparu. Il était animé, parlant avec enthousiasme à l'un de mes amis d'un nouveau fournisseur local qu'il avait découvert, ses yeux brillants d'une fierté qui était réelle parce qu'elle était méritée. Mon père était là aussi, ayant l'air plus fragile mais plus serein que je ne l'avais jamais vu. Il a passé la plus grande partie de la soirée assis avec oncle Pete, observant tranquillement les festivités. À un moment donné, il s'est approché de moi alors que je me tenais près du bar que Sarah et moi avions installé. Il tenait un verre de thé glacé. « C'est une bonne maison, Michael, dit-il, sa voix rauque mais sincère. Tu as construit une bonne vie. » Merci, papa, dis-je, ma propre voix étonnamment stable. Il regarda la fête, ses petits-enfants chassant les lucioles sur la pelouse. Ta mère, dit-il, sa voix se brisant juste un peu, elle aurait été très heureuse. Elle a toujours eu raison à ton sujet. Tu as sa force. Il me donna une tape rapide et maladroite sur le bras, un geste qui en disait long, puis s'éloigna avant que je puisse répondre. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Madame Jenkins, la plus ancienne amie de ma mère et mon plus fidèle allié, a glissé une petite boîte de velours usé dans ma main. Hélène m'a dit de te donner ça quand tu trouverais un amour aussi vrai que le sien, dit-elle, ses yeux pétillants. Je l'ouvris. À l'intérieur, nichée sur du satin décoloré, se trouvait l'alliance de ma mère. C'était une bague en platine simple et élégante, pas accent grave l'œil, mais solide et intemporelle. J'ai regardé Sarah à travers la cour, son visage illuminé par les douces lumières alors qu'elle riait avec ma tante. Et dans ce moment parfait et tranquille, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Ma valeur en tant qu'homme, n'a jamais été une question de chiffres sur mon compte bancaire ou du titre sur ma carte de visite. Il n'a jamais été question de l'approbation de mon père ou de l'acceptation de mon frère. Ma valeur a été forgée dans le feu de cette confrontation. À ce moment-là, j'ai choisi mon propre respect de soi plutôt que leurs exigences toxiques. Je n'avais pas seulement sauvé une entreprise familiale. J'avais brisé une malédiction générationnelle. J'avais utilisé l'héritage que ma mère m'avait laissé non pas pour punir, mais pour redéfinir, pour construire quelque chose de nouveau, de plus sain, quelque chose basé non pas sur l'obligation et la culpabilité, mais sur les limites, le respect et un amour honnête durement gagné. Et c'était un héritage dont je pouvais enfin être fier d'appeler le mien. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà dû faire face à une situation similaire dans votre propre famille? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.